En 2023, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 11 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la 4e saison de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM, dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Sébastien, guidé par une grosse fumée blanche qui monte vers le ciel, part en direction d'un bateau en feu. L'objectif, ralentir sa progression et récupérer Raphaël, gravement brûlé. Je m'appelle Sébastien, j'ai 45 ans. Je suis à la SNSM depuis une grosse vingtaine d'années. Et mon métier, je suis ostréiculteur. J'ai intégré la SNSM parce qu'on est venu nous chercher à l'époque avec mon père qui était encore en activité. C'est devenu assez naturellement pour nous de faire partie de cette grande famille des gens de mer. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai repris la présidence de la station. Je m'appelle Raphaël, je viens d'avoir 73 ans. Alors mon activité professionnelle d'abord c'était marin depuis l'âge de 14 ans. J'ai pas eu le choix parce que j'adorais ça. Pour me punir, mon père m'emmenait pas en mer. Et en novembre 2005, la retraite ayant sonné, le fait est que, à la maison c'est bien joli, mais je commençais à tourner en rond. J'ai récupéré le petit bateau de plaisance à mon père, et je me suis lancé à me promener d'abord, puis à pêcher dans la baie de Bourgneuf, c'est-à-dire entre Bouin et Noirmoutier. Et j'ai un copain, Pascal, qui a une résidence à l'Île-Dieu. Quelques jours avant, il me dit « j'irai bien à l'Île-Dieu », puis il en a profité pour emmener 2 ou 3 petits matériaux, forcément, avec ma vedette. Le 15 septembre, on était au port des Champs, à Bouin. Il faisait très beau, très très beau. Le bateau que j'avais, c'est une vedette de plaisance de 7 mètres en polyester, moteur 160 chevaux. Et vers 15h, direction l'Île-Dieu. Sur notre route, il y a la chaussée submersible qui s'appelle le Gois, qui découvre à Basse-Mer pour rejoindre Noirmoutier. Donc il ne faut pas louper. Je calcule mon coup, il faut passer à pleine mer, puis plus loin il faut passer en dessous le pont de Noirmoutier. Et ayant passé le Gois, tout allait très bien, il faisait très très beau, on était torse nu. D'un seul coup, j'entends du bruit, une alarme. Je regarde l'ordinateur, c'était noté, rejoignez l'atelier le plus proche. Tu ne peux plus faire demi-tour parce que tu as passé par-dessus cette chaussée submersible. Donc il ne reste plus qu'à continuer légèrement sur Fomenté, on verra après. Mais il n'y a pas que l'alarme. La fumée sortait en dessous de mes pieds, en dessous du moteur. Alors là, j'ai dit que c'est pas la même musique. J'ai vite compris que c'était beaucoup plus sérieux. On est le 15 septembre 2023. C'est une belle journée de fin d'été et la journée se termine. Moi, je reste au travail encore un peu où j'attends une livraison de moules. Mon entreprise étant située sur le port, il y a des amis de la SNSM qui viennent voir leur bateau. Je suis en compagnie du patron de la station. Il y a Alain, un des équipiers qui est là depuis le premier jour aussi. Et on est tous les trois à discuter de nos journées et tout d'un coup, le téléphone sonne. Quand l'alarme s'est mise en route, j'avais fait 1 heure de route. Je comprends tout de suite que c'est très sérieux, que la panne se présente plus grave que prévu. Dans ces cas-là, je n'hésite pas. Je prends mon téléphone. Nous avons une ligne directe avec le CROSS. En message court et clair, je leur explique la situation. Et je réclame le secours immédiat. Le moteur, il commençait à battre de l'aile. La fumée s'est très très vite répandue, une fumée de gasoil. Le CROSS appelle le patron en disant que on a un bateau dans la baie de Bourgneuf avec un début d'incendie à bord et 2 personnes à bord.
Un incendie, c'est toujours un peu impressionnant. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de traiter, mais qui peut être assez dramatique si on n'intervient pas rapidement. Les bateaux en plastique sont difficiles à éteindre à partir du moment où il commence à y avoir des flammes. Ça va très vite. Et là, il est quasiment impossible d'arrêter un feu sur un bateau comme ça. Soit on finit par l'inonder d'eau et il va couler, soit il faut le laisser se consumer et juste arroser et protéger les autres bateaux autour, ou alors éviter sa dérive pour qu'il aille créer un autre accident. Mais nous n'avons pas les moyens, nous, à bord aujourd'hui, d'éteindre un feu lorsqu'il est parti sur un bateau entier. On se dépêche parce que ça peut aller vite. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Cette fumée a pris une proportion qui me plaisait pas du tout. Et j'ai aperçu un début de flammette. Je prends l'extincteur et j'essaye d'éteindre. Ça s'est éteint 10 secondes, 20 secondes, je ne sais pas. Et le feu a repris aussitôt. Quand cette fumée a commencé à nous envahir, j'ai dit à mon copain Pascal, prends ta bouée et saute à l'eau. On décide assez rapidement de prendre la vedette plutôt que le Zodiac parce qu'on va avoir besoin de matériel. Du motopompe, de la lance à incendie, du matériel médical. Le motopompe, c'est ce qui nous sert soit à vider un bateau lorsqu'il coule pour faire de l'aspiration d'eau, soit on aspire de l'eau pour rejeter de l'eau sur un incendie. On part à 3 parce qu'il faut faire vite et on appareille rapidement en direction du bateau. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que la mer est très calme. Maintenant, il faut aller vite pour éteindre le feu à bord de ce bateau, si tant est qu'on arrive à temps. En partant du port de Fromentine, on voit au milieu de nulle part cette fumée blanche là, et la chaleur doit déjà être très importante. En 5 minutes, la vedette était en feu. Le problème, c'est que j'ai voulu retourner à l'intérieur du bateau, reprendre d'autres bouées en plus et récupérer les papiers, les téléphones et la sacoche étanche. Je descends les 3 marches qui mènent au local et quand je me retourne, je ne vois plus la sortie, je ne vois plus rien du tout dans la fumée. Le lavabo est à côté de moi, j'attrape une serviette, je m'imbibe d'eau, heureusement, et je tente de sortir. Je marche sur le plancher. Et celui-ci étant consumé par le feu, le plancher s'écroule. Je me retrouve assis à cheval sur un moteur plus que hyper brûlant. Et là, il faut que je m'arrache. Il y a quand même de la tuyauterie, les injecteurs et compagnie. Ma jambe droite est coincée dans les tuyaux, mais j'ai dit si je reste là 30 secondes, c'est fini. Au bout de quelques minutes devant nous, à peu près à mi-distance, le bateau s'embrase. Le bateau explose littéralement. C'est une boule de feu qui apparaît, une énorme fumée noire. Donc on espère juste qu'ils aient sauté à l'eau et qu'il n'y ait personne dedans. On sait qu'on ne saura pas lutter contre cet incendie. Il va falloir maintenant récupérer les victimes très très rapidement. Et après, on verra ce qu'on peut faire sur ce bateau qui est complètement embrasé. Ce n'est plus qu'une boule de feu, en fait. On aperçoit presque plus la coque. Le bateau est pas proche de la côte. Au première vue, il n'y a pas de bateau à côté, donc pas de suraccident. C'est assez clair qu'on n'aura pas d'autres bateaux à s'occuper. Après, il y avait 2 personnes à bord. Maintenant, ce qui nous importe, c'est d'aller les chercher. Je me suis arraché, je monte sur le pont, complètement déchiré, la peau qui s'en allait. Je saute à l'eau et j'entends Pascal qui me dit « Ils arrivent !» Effectivement, je lève ma tête et je vois nos sauveteurs qui arrivaient déjà à plein gaz. L'écume de la vedette, ils étaient à plein pot, qui marche très vite. Et j'ai dit « Bon, ben, c'est bon pour nous ». Quand on arrive, le bateau est sur son ancre, il ne bouge plus. On voit les 2 personnes avec leur gilet de sauvetage qui sont en train de dériver à l'arrière du bateau. On est un peu rassuré qu'il n'y ait personne de renfermé à l'intérieur. Plus on se rapproche du bateau en feu, plus l'ambiance est pesante et la chaleur est assez forte.
Et surtout ces fumées noires, là, c'est assez délicat. On est très concentrés tous les trois là sur le bateau là, et on cherche à le plus vite possible remonter les victimes à bord. Le vent est à contre, les fumées vont à l'inverse de nous, donc on peut approcher. La première personne nous dit assez rapidement qu'elle va bien, mais que son copain à côté va pas fort. Donc on se dirige rapidement avec une manœuvre de la vedette pour récupérer la deuxième personne qui, elle, en effet, on la sent plus fatiguée. C'est quelqu'un qui est choqué, ça se voit sur son visage, elle est dans l'eau jusqu'aux épaules, mais en aucun cas on imagine ce qu'elle a pu endurer. On saisit cette personne par les poignets et sous les épaules avec un principe de yo-yo là qu'on utilise pour remonter les victimes sur une plage arrière de vedette de sauvetage. Ça se passe très bien, mais en faisant ça, on sent qu'il se passe quelque chose. La victime glisse entre nos doigts, on la saisit mal. On a contact avec sa peau et cet aspect gluant, un peu lisse qu'on n'arrive pas à saisir, on s'est dit voilà, c'est forcément le gasoil ou l'essence qu'il peut y avoir dans l'eau, loin d'imaginer l'état réel de la victime. Ils m'ont attrapé, ils m'ont traîné sur le pont, ils ont une façon de faire à eux, et là c'est le trou noir. On récupère la deuxième victime qui lui est en bonne santé. Il paraît moins choqué. On le met de côté un petit peu, on le réchauffe, on retourne vite sur la première victime brûlée et c'est à ce moment-là où vraiment on découvre que la peau nous reste dans nos doigts, sur nos bras. Parfois il n'y en a plus. La peau est essoufflée, blanche, comme quand on enlève la peau d'une clémentine. Les vêtements sont brûlés, donc on comprend vite que celui-là, il était dans le bateau quand le bateau est explosé. Il s'affaiblit de minute en minute. Tant qu'il était dans l'eau, on a l'impression qu'évidemment, bon, il était choqué, mais ça allait. Alors que sur le pont de la vedette, là, il commence à souffrir. On fait le premier bilan, la prise en charge. Rapidement, il nous dit que la douleur est vive. On a ce qu'on appelle l'échelle de douleur, donc qui va entre 0 et 10. Et il est assez rapidement à 6 sur 10. Chose qui va s'accélérer de minute en minute. Nous, on transmet toutes les informations au CROSS en même temps. On est en relais avec le CROSS et le SAMU, là. Et déjà, on a commencé à faire route de terre. Moi, quand j'ai vu la victime sur le pont, je suis passé en passerelle, j'ai dit, écoute, à Sébastien, tu fais tout de suite cap à terre. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Là, il faut aller vite. La victime, elle dit qu'elle a la bouche sèche et elle aimerait boire. Sauf que nous, notre façon de travailler nous interdit de donner à boire aux gens. On ne sait pas comment la victime va être traitée derrière. On dit bien que quand on doit subir une opération, il vaut mieux être à jeun. Donc nous, par précaution, on ne lui donne pas à boire. La seule chose qu'on fait, c'est on lui humidifie les lèvres. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'arroser, enlever les vêtements, je ne sais pas, parce que tout est collé. On n'a pas du matériel suffisant à bord. On se regarde, on se dit non là on pêche, donc il faut juste aller vite et qu'il soit pris en charge par les pompiers. Pendant le bilan, il y a un moment aussi où il faut demander le nom et le prénom de la victime et savoir si elle est localisée dans le temps. Et quand il me dit son nom et son prénom, on s'aperçoit qu'on se connaît. L'intervention devient différente, un peu plus impliquée, plus personnelle. Plus les minutes passent et plus la douleur s'intensifie, on passe vite à 8 sur 10. Pour arriver à 9 sur 10 assez rapidement. Connaissant le personnage, on se dit qu'il doit avoir très mal. C'est des gens qui sont du milieu maritime, qui sont durs au mal. Et si ces personnes-là se plaignent, c'est que vraiment là, ça doit souffrir. On est complètement impuissants. On se regarde les uns les autres et on a hâte d'arriver au port pour qu'ils soient pris en charge par les pompiers. Entre la prise en charge des victimes et l'arrivée au port, il nous faut à peu près 30 minutes. Les pompiers arrivent assez rapidement. L'état de Raphaël s'est dégradé. Je suis obligé de coller mon oreille à sa bouche pour faire le relais avec les pompiers lorsqu'ils lui posent les questions pour leur bilan à eux. Ça devient assez urgent de l'évacuer parce que ça va vite. Il perd vite et il souffre beaucoup. Les pompiers veulent essayer de faire au mieux aussi, mais il est difficile de le toucher. Il dispose des grandes bandes de glace sur ses jambes.
Ensuite, on le conditionne pour le transport après. J'ai quelques moments de conscience, parce que je me rappelle avoir aperçu le médecin. Il m'a parlé, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, le pauvre homme. Le médecin du SAMU nous parlait peut-être d'un évitroyage. On le prépare dans ce sens-là et on fait tout pour que la prise en charge, soit par les pompiers, soit par le SAMU, soit la plus simple pour tout le monde. Une fois que les victimes ont été prises en charge par les pompiers, le CROSS nous demande assez rapidement de retourner sécuriser l'épave. Le plus embêtant pour nous, c'est qu'elle parte en dérive. Si elle part à dérive, elle peut aller mettre le feu à un autre bateau, s'approcher de la plage. On est toujours en relais avec le CROSS par VHF. Là. Il nous informe que, vu l'état de la victime, elle part en hélico sur un hôpital de Grand-Brûlé. On retourne voir le bateau, on arrive à faire le tour et on s'aperçoit que le bateau est mouillé sur sa chaîne et non pas sur le bout, sinon il aurait évidemment brûlé avec la chaleur qu'il y avait et ce bateau serait parti à la dérive assez rapidement. On est serein sur le fait que si le bateau est pris sur sa chaîne, il ne bougera pas, la chaîne ne va pas brûler. Le bateau il ressemble plus à grand chose, une coque avec une boule de feu à l'intérieur, une chaleur énorme, encore une fumée noire. Il reste que la partie de la coque, toute la timonerie a disparu. Nous faisons des photos et les envoyons au CROSS pour que eux ils nous disent aussi leur vision des choses et on attend nos ordres. Le CROSS nous dit voilà, ne perdez pas de temps à arroser, à essayer de dépenser de l'énergie, le bateau va finir par couler de lui-même. Restez spectateurs et laissez le bateau se consumer finalement tout seul. Une fois que le bois et tout ça a brûlé, là, on est sur une chaleur énorme et du coup le plastique fond. Alors ça fait des boules de plastique noires qui se recroquevillent les unes sur les autres et le bateau se consume par l'intérieur jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de l'eau finalement. Et l'eau finit par s'infiltrer dans la coque à l'endroit de la flottaison. Plus ça va, plus l'eau rentre et l'eau qui rentre éteint le feu. Et en quelques minutes, le bateau coule. Il est un peu plus de 20 heures, liberté de manœuvre pour nous. On accoste la vedette, on range tout le matériel. Plusieurs copains de la station viennent nous rejoindre au local, viennent nous aider à ranger le matériel. Et puis voilà, on a tous un peu besoin de dire ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu. Et les gars sont curieux et nous, on a besoin d'en parler. Quand je suis arrivé à l'hôpital de Tours, ils m'ont plongé dans un coma artificiel qui a duré 9 heures, le temps de faire leur greffe. Et je me suis réveillé à l'hôpital des Grands-Brûlés. Alors là, je me demandais bien où j'étais rendu. Ils m'ont dit, monsieur, vous êtes à Tours, à l'hôtel Trousseau. Je voulais pas croire, je voyais des modes bateaux. En fait, c'était les antennes télé et les cheminées. Nous étions au 11e étage. Je ne risquais pas de voir des bateaux de l'Atlantique. Des hallucinations, effectivement. Il paraît que c'est normal dans ce genre de coma pâteux. Ça a duré plusieurs jours, des rêves abominables. Notre petite vie reprend son cours et pendant plusieurs jours, on n'a pas de nouvelles. Mais au bout d'une semaine ou deux, son gendre m'appelle pour me donner des nouvelles. Nous dire qu'il va mieux. Il s'en est sorti. Moi, je m'empresse de prendre mon téléphone et d'appeler les gars là, qui étaient avec moi ce jour-là parce que je suis content et on a fait le job. On est heureux pour lui, ouais. On est en janvier. Raphaël est sorti de l'hôpital. Il m'appelle un jour et me dit qu'il aimerait bien qu'on se rencontre. Rendez-vous est pris avec les gars de la station qui étaient là ce jour-là, quelques autres bénévoles qui sont venus volontiers ce soir-là et Raphaël vient, ça fait chaud au cœur parce que on voyait son état se dégrader et on s'est tous dit oh là là, comment ça va finir cette histoire. Et là évidemment Raphaël a besoin de reprendre des forces mais il est là et il est content d'être là et nous aussi on est content qu'il soit là. Dans une vie de marin, on va dire, il y a l'entraide et la reconnaissance. Le sauvetage des vies humaines en mer est gratuit. Ça, il faut le savoir. Mais ces braves gens, là, quand le CROSS appuie sur le bip d'alarme qu'ils ont dans leur poche, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils plaquent tout, boulot, femmes et enfants, que ce soit un repas de noces ou un enterrement, et ils rejoignent la vedette, et là, ils ont des instructions.
Moi, j'ai fait selon mes moyens. J'ai fait un chèque de 1 000 € à la SNSM de Fromentine. Il le mérite. Raphaël va reprendre la mer, évidemment. Ouais. C'est des gens, je pense, qui ne peuvent pas s'en passer. Ça fait partie de son ADN. Ce que je retiendrai de cette histoire, c'est que nous avons une chance inouïe. J'étais en face Fromentine. Donc quand les secours ont été déclenchés, ils n'ont pas mis 10 minutes à nous rejoindre. Le temps de sauter à bord, mettre en route, c'est des gars très rapides. Et si l'incident était arrivé entre Fromentine et Lisieux, à 1 heure de route, je pense pas que je serais là à vous parler aujourd'hui. Étant assez brûlé, je serais peut-être évanoui, noyé, parce qu'elle avait assez de lui à s'occuper. Dans ces cas-là, non seulement il faut passer la bouée autour de toi, mais il faut s'attacher à la bouée. Il faut pas tenir la bouée d'une main, parce que si t'as mal quelque part, ta main elle s'ouvre, et la bouée s'en va. Et toi tu coules. Ce qu'on peut retenir de cette intervention, c'est que ces deux personnes se sont mises à l'eau au dernier moment, lorsqu'elles ne pouvaient plus tenir sur le bateau par la chaleur et la fumée. Elles avaient toutes deux leur gilet de sauvetage, et aussi qu'elles avaient eu la conscience de mouiller l'ancre du bateau pour éviter toute dérive. Raphaël a appelé les secours avec son téléphone dès qu'il a vu ces fumées blanches, et ça c'est primordial. C'est la rapidité d'alerte qui fait aussi notre rapidité d'intervention derrière. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le 3e épisode de la saison 4 de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixée par Ben Oriel et produit par l'Acme Productions.